Ah, donc je me présente très rapidement, je m'appelle Bruno Dupont, je travaille aussi bien à la Haute École de la Ville de Liège qu'à l'Université de Liège et je fais partie dans le cadre ici plutôt de la recherche à l'Université de Liège du Liège Game Lab et aussi pour être tout à fait complet du SSRI à la Haute École. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'une des choses sur lesquelles je travaille beaucoup en ce moment, un sujet de recherche qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est l'apprentissage du jeu vidéo. Et on va partir de la régulation, c'est-à-dire l'amélioration au fil du temps d'un cours. Et ce cours, c'est un cours consacré aux jeux vidéo. Et mon petit sous-titre, c'est préparer le terrain pour une didactique du jeu vidéo dans l'enseignement supérieur, puisque c'est le but final, mais c'est un but auquel on n'est pas encore arrivé, comme vous allez le voir. Euh, Peut-être commencer par vous expliquer brièvement ce qu'est le jeu vidéo en tant que structure complexe, ce qui peut poser déjà des obstacles, des difficultés à la compréhension du jeu vidéo. Mais je m'en voudrais si je ne vous présentais pas avant de commencer ma problématique. Donc, ma problématique, c'est quoi? C'est que dans le cadre de l'apprentissage du jeu vidéo en tant qu'objet culturel dans l'enseignement supérieur, donc à l'Université de Liège, on a souhaité créer un cours en 2014-2015 qui s'intéressait aux jeux vidéo effectivement comme objet culturel. Là-dessus, on a un avantage, on pourrait dire, sur mes collègues qui ont parlé précédemment du primaire et du secondaire, puisque cette question du par le jeu, elle peut être évacuée en parlant directement du jeu ou pour le jeu. Euh, L'idée ici, c'est de vérifier quels sont les moyens d'améliorer ce cours en formulant des propositions didactiques qui peuvent influencer, qui peuvent influer sur des compétences qu'on avait identifiées, qui sont des compétences de littératie vidéoludique. Je reviendrai évidemment sur sur tous ces termes. Le programme a été un petit peu chamboulé puisque je voulais travailler avec des captations des vidéos de cours suite auxquelles j'aurais formulé des propositions théoriques. Mais ces captations de cours, elles n'ont pas été disponibles à cause de l'adaptation suite au Covid-19, puisque les mesures de confinement l'obligeant, on est passé à des séminaires en ligne accessibles sur Twitch. Or, la chose que je voulais absolument tester, c'est le fait de jouer au cours. Or, dans ces séminaires en ligne sur Twitch, on a bien sûr parlé du jeu vidéo, mais on n'a pas pu jouer au cours puisqu'on n'était pas au cours. Donc là, petit souci organisationnel, c'est pourquoi j'ai décidé de recentrer ma problématique et me concentrer sur des extraits vidéo qui étaient déjà disponibles, donc de la toute première année du jeu en cours, et d'essayer de caractériser cette façon de jouer en cours, c'est-à-dire pas le programme de cette année, mais le programme de l'année précédente. Donc ce cours, il existe depuis 2014-2015, je vous l'ai dit, il est proposé à l'Université de Liège, et à sa création, il s'agissait du premier cours dans l'enseignement supérieur en Belgique francophone dédié aux jeux vidéo. Il y a d'autres exemples dans le monde, et depuis, il y a eu d'autres exemples en Belgique. L'introduction de ce nouveau contenu d'enseignement, il est à situer dans le contexte de la naissance du Liège Game Lab dont je vous parlais, dont je fais partie, un laboratoire interdisciplinaire, c'est important, en recherche sur le jeu vidéo. Et pour vous situer le public du cours, il est au choix et il est accessible à tous les étudiants et étudiantes de Bac 2 et Bac 3 au sein de la faculté de philosophie et lettres. Ce cours, il sert à quoi? À familiariser les étudiants de deuxième et troisième année de bachelier avec la culture vidéoludique. Donc on porte notre attention à la fois sur l'histoire et sur les pratiques du jeu vidéo. Les contenus abordés, ils peuvent varier selon les années, mais ils sont tous liés à l'aspect culturel du jeu vidéo. C'est donc pas un cours de game design ou de programmation, une confusion qui peut parfois être faite. On parle par exemple de l'histoire du média, on parle des discours sur le jeu vidéo, de ses utilisations mainstream, de ses utilisations détournées, les détournements de jeux vidéo, de ses intersections avec d'autres médias ou d'autres pratiques et d'autres objets de recherche, par exemple la littérature, le cinéma, la musique, l'action politique, les arts numériques. En fait, tout peut entrer en ligne de compte à partir du moment où c'est un aspect culturel.
Lors d'une communication précédente, c'est là que j'étais arrivé, on avait analysé une première fois la régulation de ce cours sous l'angle des notions de capital ludique et de littératie vidéoludique, et je vais de nouveau repartir de ces concepts-là. Pourquoi est-ce qu'on avait développé, ou plutôt développé plus avant ces outils théoriques? Parce qu'on avait constaté que durant l'épreuve d'évaluation sommative, on avait quelques petits soucis. Cette évaluation sommative, en juin, il s'agit simplement via un texte argumentatif d'environ 1500 signes, ça a varié au fil du temps, mais retenons entre 4 et 6 pages, de répondre à une question de recherche, qui est souvent au choix parmi 2, 3 questions de recherche, qui mobilise le contenu d'une ou plusieurs séances de cours, aussi bien au niveau des jeux étudiés que des concepts expliqués. Un exemple très simple qui sort d'ailleurs d'une des questions qu'on a déjà utilisées, ce serait expliquer l'aspect d'incertitude dont on a beaucoup parlé au cours, qui est une notion centrale du jeu vidéo. On l'explique au moyen de jeux vidéo vus, au moyen de concepts vus. On s'est rendu compte que de nombreux étudiants et étudiantes avaient des difficultés à produire un travail qui répondait aux exigences. Euh, à l'inverse, ce qui pose question aussi, on en avait certains qui excellaient dans l'exercice et qui semblaient d'emblée disposer des compétences requises, peut-être même sans qu'on les y ait aidés. C'est assez étonnant parce que les cours avaient été conçus comme une présentation des recherches en cours, en mettant l'accent sur les méthodologies, les références scientifiques, les problématiques de la recherche en sciences du jeu. Et malgré ça, beaucoup de travaux y peinaient à dépasser le caractère de synopsis d'un jeu vidéo. L'analyse des séquences de jeu, des mécaniques ludiques, c'est-à-dire des règles, et des effets produits par les éléments du gameplay, donc l'aspect organisationnel du jeu, ça restait souvent absent. Or, et ici je vous donne un petit exemple issu d'un chercheur qui s'appelle Meira, les jeux vidéo ont une structure sémiotique qui est très complexe. Et cette structure, elle suppose, plus que tout autre média auparavant, c'était déjà le cas avant, mais c'est encore plus le cas ici, une approche déconstructive pour comprendre un jeu vidéo. Pour prendre un modèle qui est relativement simple mais parlant, celui de Meira, eh bien, il y aurait une coquille, c'est-à-dire les aspects représentationnels du jeu, les aspects graphiques, narratifs, sonores, la jaquette, etc. Mais aussi le centre ou le cœur, core en anglais, de celui-ci qui est composé de la structure de règles, selon Meira que je cite. Et ce qui est vraiment important, c'est que les deux ne sont pas séparés, mais il y a interaction constante. Une autre difficulté, et qui est peut-être plus liée à ce que les étudiants ont vécu vraiment, c'est que dans les aspects représentationnels cités par Meira, il y a particulièrement l'histoire racontée par le jeu vidéo ou vécue à l'intérieur du jeu vidéo et sur laquelle les étudiants avaient tendance à se concentrer. Il la présentait de façon très linéaire, alors qu'en réalité, elle est composée de plusieurs niveaux. Et ici, je reprends Arsenault, qui est un chercheur en jeux vidéo, qui distingue le récit vidéoludique, c'est-à-dire la trame narrative que me proposent les concepteurs et qui est liée à un enchaînement d'actions à réaliser, et le récit enchâssé, ça c'est mon actualisation, mes résultats de mes actions qui peuvent aller dans le sens du jeu ou non, être plus ou moins longs, etc. Je peux réussir, rater, emprunter des chemins détournés, etc., etc. Donc c'est la partie que je suis en train de jouer. On voit bien que pour comprendre un jeu vidéo, du coup, avec ces deux théories-là, on ne peut pas se contenter de linéariser le jeu vidéo, son propos, et on ne peut pas séparer le jeu vidéo, le propos narratif du jeu vidéo, des actions qui sont à effectuer et réellement effectuées par le joueur ou la joueuse. Ça, c'est un petit point déjà sur des obstacles qui peuvent se dresser sur notre route. Il nous faut donc des clés de lecture, un peu comme Gaël l'a dit auparavant, pour pouvoir analyser un jeu vidéo. Une technique qu'on a tenté de développer, c'est la technique du jouer en classe dans le but d'augmenter le capital ludique sur lequel je vais arriver tout de suite. On a remarqué donc cette forte disparité entre les étudiants. On a tenté d'y remédier et elle ne s'expliquait cette disparité que très partiellement par l'assiduité au séminaire et par la différence de culture de l'écrit scientifique dans les différents publics représentés au cours. Ça jouait, mais finalement assez peu. Et donc, on est reparti, après beaucoup de recherches, du concept de capital ludique, un peu comme Gaël Gilson, mais on est reparti d'une acception un peu différente, qui est celle de Krivicki et Dozo, qui nomme cette capital ludique un ensemble de connaissances à propos du jeu vidéo ou d'un jeu en particulier. Il la divise
c'est là que c'est intéressant pour nous, en deux composantes, une qui est psychomotrice, l'autre qui est intellectualisante. D'ailleurs, comme tout capital au sens de Bourdieu, ce capital est destiné plus tard à être accumulé et réinvesti dans différentes situations sociales et culturelles, ici liées aux jeux vidéo. Donc ce capital ludique, il préexiste à l'apprentissage du jeu vidéo au sein du cours et il conditionne cet apprentissage. Parfois même, il l'empêche. Dans la version originale du cours, justement, qui avait une dominante transmissive, il faut le souligner, le manque de capital ludique empêchait d'avoir accès à la dite transmission. Et il dissuadait également, ce qui est peut-être encore plus grave, les étudiants et étudiantes de jouer par eux-mêmes, par elles-mêmes, à domicile. Finalement, ce cours, il contribuait à la fracture qu'il voulait soigner, puisqu'il servait l'accumulation de capital par ceux qui en possédaient déjà, en excluant les autres, peu ou prou, bien sûr. Après plusieurs changements non satisfaisants, dont j'avais parlé la fois passée, on a retourné la problématique en passant, et c'est là mon petit schéma, à un format où les phases de jeu étaient insérées au sein du cours magistral. Par ce biais, au lieu d'avoir le capital ludique qui s'insère entre le cours et la transmission de connaissances, on a un genre de co-création, en tout cas en partie une co-création du capital ludique avec les apprenants pendant le cours, tant dans la dimension psychomotrice, je reviendrai à ça, qu'intellectualisante. En partie, on déplace donc le capital de la dimension de préacquis à celle d'apprentissage. Évidemment, ce n'est pas parfait, je vous montrerai après des petits contre-exemples. Avant cela, on a parlé du capital ludique. Maintenant, pourquoi la littératie vidéoludique? Eh bien, ce passage au jeu en classe, entre autres points positifs, il a eu pour répercussion de faire apparaître distinctement en classe les obstacles à l'apprentissage. Auparavant, on ne les voyait pas, ils étaient à domicile, on ne voyait pas les problèmes, on les voyait seulement à l'évaluation. Le dispositif standard de passage de la manette au suivant pour pouvoir jouer, qui permet dans la plupart des cas au jeu et à son analyse de se déployer, il restait quand même problématique en réalité, en raison de plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer la peur de manquer de skills, c'est-à-dire des patterns, des réflexes, des habitudes qui permettent de faire des bons scores à des jeux, le malaise face au fait de jouer devant un public, la méconnaissance du genre de jeu présenté. Si je n'aime pas les jeux de rythme ou que je ne les connais pas, j'aurais tendance à ne pas vouloir y jouer et du coup à rester dans un genre de vase clos. Et également l'incertitude quant à sa propre capacité d'analyse. Peut-être que je vais me taire en tant qu'étudiant parce que je ne suis pas sûr que ce que je dis soit valable en tant qu'opinion sur un jeu. Vu que la culture vidéoludique, et ceci c'est une petite parenthèse, elle est régulièrement décrite comme otage de positions qu'on dit toxiques, souvent masculinistes il faut le dire, pour lesquelles les difficultés de gagner à des jeux difficiles sont vues comme des moyens de discriminer certains groupes de joueurs et joueuses, c'est vraiment important de prendre ces considérations au sérieux. C'est important bien sûr dans tout cours, mais c'est peut-être encore plus important ici. Cette étape, elle nous a conduit à passer d'une notion stable, qui est celle de capital ludique, quelque chose dont on dispose, à celle dynamique et peut-être un peu plus positive de littératie vidéoludique, c'est-à-dire d'un apprentissage. En nous basant sur la conception du jeu vidéo comme objet médiatique à plusieurs niveaux, ça on l'a vu tout à l'heure, on a abouti à la répartition suivante par type de compétences. Donc le jeu vidéo est un système cybernétique, donc il me faut des habiletés psychomotrices. Le jeu vidéo est une expérience, donc il me faut une familiarité avec le média, avec d'autres expériences du même type. Le jeu vidéo est un référent culturel, je dois comprendre les connaissances culturelles qui sont cachées dedans, ça Gaël en a parlé. Et le jeu est un système de signes, un système sémiotique, donc j'ai besoin d'analyse, de capacité de décoder ces signes. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore les vidéos après application des pistes didactiques. Je voulais donner des pistes didactiques aux enseignants et voir ce qui découlait de cette application. Je suis reparti des types de jeux en classe expérimentés de manière intuitive lors de la première année du jeu en classe. Et j'ai essayé d'identifier les modalités de ce jeu en classe. Alors j'en ai identifié 4. Le discours sur le jeu, dans lequel l'enseignant analyse les jeux sans y jouer, donc c'est un genre de degré zéro du jeu en classe. Le jeu démontré par l'enseignant ou l'enseignante, celle-ci traverse le jeu et en discute l'analyse avec l'audience. Ça se passe assez régulièrement, donc il tient la manette ou le clavier. Je vais un peu vite, pardon. Le jeu à tour de rôle par les étudiants.
Donc, on passe le contrôleur avec, si possible, une retransmission sur grand écran pour que tout le monde puisse voir. Ça permet aux joueurs de à la fois jouer et de commenter ce qu'il fait, et à l'auditoire de commenter ce qu'il ou elle fait. Et enfin, le jeu en petits groupes, c'est un dispositif de jeu qui est manipulé par quelques étudiants qui font un aller-retour entre expérimentation et formulation d'hypothèses. Et puis, quand ils sont prêts, ils reviennent vers la séance plénière avec leurs propositions. Donc, il faut s'imaginer plusieurs petits groupes qui travaillent en même temps. C'est une version vidéoludique du travail de groupe. Je vous ai fait un petit tableau, encore une fois un tableau qui reprend les différentes caractéristiques de ces manières de jouer en classe. Et vous voyez qu'on a des fois des caractéristiques passives, de l'enseignement passif. Je vois ce qui se passe et je tente d'en déduire quelque chose, ou de l'apprentissage de type actif. Je participe à ce qui se passe et j'en acquiers quelque chose. Des fois, on a aussi un peu les deux, comme par exemple dans la version à tour de rôle, où il y a beaucoup de passifs, mais de temps en temps, je suis actif en tant qu'étudiant ou étudiante. On remarque deux grandes lignes de démarcation. Je ne vous fais pas tout le tableau, mais il y a une frontière entre apprentissage passif et apprentissage actif, dont je viens de parler, mais aussi la mise en œuvre ou non d'habiletés psychomotrices. C'est-à-dire, est-ce que je manipule le jeu moi-même? Bien sûr, il y a les qualités qui sont traditionnellement reconnues aux méthodes actives au détriment des méthodes passives. Maintenant, on peut toujours évidemment discuter de ce point, mais ça semble quand même se dessiner. Mais il y a aussi le fait que le jeu vidéo particulièrement est un système culturel interactif. Ici, je cite encore une fois Meira. Donc, comme ils sont interactifs, ça plaide pour une favorisation de dispositifs qui permettent cette prise en main active. Tout particulièrement, l'exercice psychomoteur au cours, ça me semble être une direction à privilégier, puisque elle prédéterminera le fait de continuer à jouer à domicile par les étudiants, donc chez les étudiants, s'ils l'ont fait avant au cours. Parce que si je ne dispose pas des capacités, on va dire purement physiques, d'utiliser le jeu, j'ai tendance à ne pas chercher à les acquérir, ne pas me confronter à quelque chose qui me semble impossible à domicile. Donc, ceci pour une petite typologie. Maintenant, j'ai remarqué que les obstacles à l'apprentissage ne sont pas les seuls à avoir lieu. Il y a aussi des obstacles à l'enseignement. Et là, je suis plutôt content de ce que Charlotte a déjà introduit, puisque elle a bien remarqué que les obstacles à l'apprentissage, ce n'est pas uniquement des problèmes de capital ludique, il y en a, mais qui se répercuteraient sur l'efficacité des cours, mais les caractéristiques techniques et médiatiques, comme le disait déjà Zagal, du jeu vidéo ou du jeu de façon générale, on l'a vu, peuvent constituer une barrière difficile à franchir également pour les enseignants. Les jeux tendent à être longs, ils ont besoin de plateformes particulières, des consoles, des ordinateurs, des contrôleurs qui sont nécessaires. Ça pose particulièrement problème dans le cas des jeux anciens, où c'est difficile de retrouver les plateformes. Certains jeux sont coûteux, pas toujours, mais parfois. Et la structure ludonarrative dont je vous ai parlé, elle rend le fonctionnement par extrait, qu'on utilise souvent dans les cours culturels, très malaisé. L'illustration est malaisée parce que si je veux accéder à certaines phases de jeu précises, il me faut un long temps de jeu au préalable, il faut des accomplissements précis, peut-être parfois de la chance, il me faut un enregistrement de pile cette partie-là. Donc, c'est vraiment pas facile de fonctionner par extrait. Pourtant, c'est une méthode qui fonctionne assez bien. Je vais donner un exemple de ces obstacles à l'enseignement. Le fait de travailler en petits groupes autour du jeu, qui a été plébiscité par les étudiants dans les évaluations, ça n'a été possible en réalité que durant les séances qui nécessitent des dispositifs médiatiques qui sont très simples ou peu coûteux. Je vous donner deux exemples ici. Celle destinée aux concepts centraux des game studies ou des sciences du jeu, qui peuvent être découverts avec n'importe quel jeu. Et nous, on utilise souvent, ou plutôt l'enseignante qui donne ce cours utilise souvent le pierre-feuille-ciseau avec des adaptations. Et les étudiants travaillent sur du pierre-feuille-ciseau ou pierre-papier-ciseau, ce jeu très connu dans les cours de récréation. Évidemment, c'est facile de faire plusieurs groupes qui jouent à ça. C'est plus difficile si on doit jouer à un jeu vidéo très cher, très difficile à mettre en œuvre, etc. Et une autre séance où ça a bien fonctionné, c'est la conservation du jeu vidéo, puisque là, les étudiants en collaboration avec un conservateur, donc une personne qui conserve, pas l'ingrédient bien sûr, en collaboration avec un conservateur, ont travaillé sur le matériel paratextuel autour du jeu, les boîtes, les jaquettes, le discours d'escorte, etc. Donc évidemment, ça, c'était beaucoup plus facile à diviser par petits groupes.
cette difficulté de mise en place du jeu, évidemment, elle a pour conséquence de favoriser le transmissif comme un genre de pis-aller, une solution de facilité. Parler des jeux, en fait, ça nécessite peu de matériel, ça nécessite du temps, mais pas un temps exagéré, et ça permet de mettre l'accent sur les passages voulus, même si c'est au détriment de l'efficacité générale du dispositif didactique. L'expérience liée au Covid-19, à ce titre, elle est très parlante. L'augmentation des difficultés d'ordre organisationnel, technique, dispositif, dues au passage en ligne, ça nous a conduit, tous les enseignants d'ailleurs, puisque c'est un cours collégial, à un retour en arrière pédagogique qu'on peut déplorer et à revenir à des cours à forte dominante transmissive et à des formes d'interactivité très faibles lorsqu'elles étaient présentes. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'avec un numérique mis en place d'une façon non urgente, on n'aurait pas pu aboutir à des propositions intéressantes, mais en tout cas, dans l'urgence, c'est ce qui s'est imposé. Bon, toutes ces considérations, à quoi est-ce qu'elles nous conduisent? Et ça va être ma conclusion. Elles nous conduisent à repenser l'espace-temps d'apprentissage pour renforcer la littératie vidéoludique. En rapport, je viens de le dire, avec les conditions réelles d'enseignement dans le supérieur, c'est inévitable, à mon sens, actuellement, de renoncer entièrement à des formes de participation faibles ou très faibles. Cependant, je pense quand même qu'il faut structurer les enseignements du jeu vidéo de manière à favoriser les apprentissages par le jeu en classe, de la manière qui implique le plus souvent le jeu actif et la réflexion active d'un maximum d'apprenants et apprenantes. Le jeu par petits groupes, ça semble la pratique la plus généralisable actuellement, et ça a l'avantage de diminuer des effets qu'on a vus, qui sont ceux de malaise de jouer face à un grand public, d'exprimer ses hypothèses en séance plénière. On a eu beaucoup plus d'interactions entre les étudiants et avec le grand groupe, une fois qu'on était passé par des petits groupes. Cette solution, elle est rapidement applicable, mais au-delà de ça, le déploiement d'une didactique du jeu vidéo, ça suppose sans doute de repenser l'espace-temps de son apprentissage. Puisque l'action de jouer, elle est nécessaire, mais elle est malaisée et chronophage en contexte de classe, il semble judicieux de diviser, selon un principe qui est inspiré des classes inversées, les moments de jeu et de confrontation de ceux de théorisation des hypothèses. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il faut tout mettre en dehors de l'horaire de cours, ce qui est le grand défaut des classes inversées, mais plutôt revoir l'horaire de cours. Vu la nature du média, il faut des moments de jeu très nombreux, maximisés, comme je vous ai mis sur le PowerPoint. Dans cette optique, je plaiderais pour recourir le plus possible à ce qu'on appelle des tiers-lieux, ici des tiers-lieux d'expérimentation vidéoludique. C'est des espaces physiques qui regroupent plusieurs groupes sociaux, des enseignants, des étudiants, des gens qui viennent visiter, des gens qui cherchent des informations, des gens qui travaillent sur le jeu vidéo. Ils ont des buts très divers, ces groupes, mais ils sont liés par la construction d'un récit, on va dire ici plutôt d'une signification commune, c'est-à-dire le travail à et sur la culture vidéoludique. C'est justement, ça tombe bien, possible en profitant de la dynamique de laboratoire de nombreux groupes d'enseignement et de recherche en jeux vidéo. J'en suis la preuve, mes collègues du GREMS en sont la preuve aussi. On travaille beaucoup par groupe dans des espaces dédiés. Ces laboratoires, dans l'idéal, et je vous ai mis une petite photo du laboratoire dont on dispose à Liège en collaboration avec la province de Liège, le Digital Lab, dans l'idéal, ces espaces, ils devraient concentrer le rôle de centre de ressources. Donc j'ai les machines, j'ai les jeux et je peux les faire fonctionner, et j'ai les personnes aussi qui peuvent m'aider à les faire fonctionner. Un lieu qui soit adapté spatialement et socialement au jeu, c'est-à-dire où on se sente bien, où il y ait pas ce regard constant de l'autre, mais où en même temps il y a la possibilité d'une interaction sociale, puisqu'on est souvent plusieurs autour d'un jeu, comme le montrent les recherches sur le jeu vidéo. Et enfin, on devrait pouvoir avoir une captation écrite ou vidéo des moments de jeu. Ici, c'est l'aspect plus didactique, puisqu'il va falloir retourner un moment en classe avec ce matériel. Dans ce cadre, il me semble aussi, et c'est une dernière piste, que la formation par les pairs, étudiants, joueurs et joueuses, ou par des moments en aparté entre enseignants et étudiantes sous forme de mini-sessions 1 à 1, au sein de cet espace privilégié qu'est le tiers-lieu, ça nous permettrait de gagner en efficacité. Voilà, je m'approche tout doucement de la fin de ma communication et du temps qui m'est imparti, et je souhaite souligner que ces quelques propositions, c'en sont juste quelques-unes, elles visent à repenser cet espace-temps, mais selon des modalités qui sont proprement ludiques, c'est-à-dire selon les rythmes de l'activité de jouer. Et je pense que c'est une adaptation formelle de l'enseignement à son objet, et que ce sera à la fois le prix, mais aussi le point de départ d'une réelle didactique du jeu vidéo dans l'enseignement supérieur, comme je vous en ai parlé maintenant, mais peut-être moyennant certaines adaptations ailleurs, dans d'autres types d'enseignement. Je m'arrête là et je vous remercie.